Alors, bienvenue dans cette seconde vidéo. Je vais aller un peu plus loin, un peu plus en profondeur sur le thème du travail. Donc, dans la première vidéo, j'ai défini le travail en observant son fonctionnement dans la société. Donc, j'ai vu que c'était des activités obligatoires et contraignantes, et pas qu'un peu, puisque ça nous bouffe tout notre temps et notre énergie. Donc, la moindre des choses, quand on quand on donne notre effort, notre vie finalement au travail, la moindre des choses c'est d'avoir quelque chose en retour. Et donc la question que je me pose, c'est: le travail est-il vraiment utile? Et donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est donc le travail est-il utile? Alors ce que j'appelle un travail, donc c'est une activité obligatoire et contraignante. Alors le travail est-il utile? Donc utile et indispensable. Suffisamment indispensable pour justifier le côté obligatoire du travail ou de l'activité, quoi. Donc ça va, c'est vraiment voilà, ça va ensemble. Donc d'abord, qu'est-ce que j'appelle un travail utile? Un travail utile, je vais vous parler de la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins, pour illustrer ça. Donc c'est des besoins qui sont répartis en 5 niveaux. Le premier, c'est le besoin physiologique, donc se nourrir, prendre soin de son corps physique. Le second, c'est le sentiment de sécurité. Ensuite, d'attachement, l'estime de soi et s'accomplir. Et moi, ce que j'appelle un travail utile, une activité utile et indispensable, c'est tout le premier niveau, c'est-à-dire les besoins physiologiques. Un petit peu ici aussi, parce que c'est les besoins physiologiques, c'est être aussi en sécurité, que notre corps soit en sécurité. Alors pas complètement, parce que le reste, ce niveau-là, c'est le sentiment de sécurité, c'est pas seulement notre corps. C'est-à-dire qu'on peut être en forme physique, être en bonne santé, et ne pas se sentir en danger parce que il y a une guerre ou il y a une violence quelque part, etc., etc., quoi. Il y a et diverses autres raisons. Et moi, ce que j'appelle un travail utile et indispensable, suffisamment indispensable pour que ce soit obligatoire, c'est justement assurer ses besoins physiologiques, ses besoins primaires. Autrement, notre corps, on ne peut pas vivre. Tous les autres besoins, c'est des besoins qui ne sont pas obligatoires en soi. Ils sont importants, très très importants, mais ils n'ont pas cette nature obligatoire qui justifie une contrainte à travers le travail. Alors je vais en parler un peu après. Donc un travail utile et indispensable, c'est pour assurer nos besoins physiques. Donc on a alimentaire, il y a l'eau aussi, il y a notre santé, il y a être à l'abri, pour être au sec, au chaud, pour ne pas tomber malade, être à l'abri d'un orage, de la pluie, etc., etc. Et ça, évidemment, en plus, donc, voilà, c'est utile plus indispensable. Voilà. Mais en plus d'être utile et indispensable, il faut que ce soit sain. Il faut que ce soit de qualité pour notre corps. Autrement, si on fournit un effort, la moindre des choses, c'est que ce soit fait correctement pour que l'on soit en bonne santé, pour que l'on puisse vivre correctement, pour que notre corps puisse vivre correctement. Ensuite, pourquoi je n'inclus pas donc les 4 autres besoins? Parce que pour moi, selon moi, c'est quelque chose c'est des besoins qui sont satisfaits à travers le temps libre. Alors pourquoi? Alors
parce que ce sont des besoins déjà qui ne sont pas immédiats, et ils ne justifient pas une action obligatoire dans l'immédiat, contrairement à l'alimentaire, au secteur, à l'aspect physiologique, à notre corps physique, où là c'est un besoin immédiat parce qu'autrement notre corps il meurt, et donc à travers des actions comme par exemple le secteur alimentaire, comme le jardinage, la cuisine, la cueillette, c'est des actions qui permettent d'assurer une abondance alimentaire et de répondre, une abondance qui répond à ces besoins physiologiques. Mais les autres besoins, déjà c'est des besoins qui sont complexes, qui dépendent de chaque personne, c'est des besoins différents selon les personnes, et c'est à travers le temps libre de la personne que ça va pouvoir être satisfait. Si vous avez le choix, imaginez un instant que pendant une semaine vous faites ce que vous voulez. Vous allez satisfaire justement ces besoins-là. En fournissant du temps libre, on permet de satisfaire les besoins en partant du haut. Alors pour l'individu, il va d'abord vérifier est-ce que je me sens en sécurité. Si oui, il va voir là. Sinon, il va utiliser son temps libre pour se sentir davantage en sécurité. Pareil pour l'attachement, pareil ici, puis là. Et donc ici, c'est se découvrir et s'approcher d'un rythme de vie et d'un contexte sur mesure qui convient à cette personne. Et donc chaque personne a des besoins différents et adaptés. Voilà. Donc c'est vraiment le temps libre qui va aider ces 4 niveaux. Voilà. Donc là où je veux en venir, c'est que le travail utile et indispensable, ce que je considère un travail utile et indispensable, c'est un travail qui répond à ces besoins physiologiques et uniquement. Donc aujourd'hui, est-ce que les professions aujourd'hui, les activités professionnelles sont utiles? Donc on va découper en 2 colonnes. On va lister d'abord des activités qui ne sont pas utiles, dans le cadre du travail du moins, et ceux qui sont utiles. Donc dans non utiles, il y a plein de professions qui ne répondent pas aux besoins physiologiques, mais qui répondent à un besoin pour la croissance d'une entreprise, la gestion légale d'une entreprise, etc., etc. On va avoir par exemple donc, tout ce qui est administration, RH, compta. Il va y avoir tout l'aspect marketing pour le pognon. Il y a l'informatique pour la performance d'une entreprise en particulier. Tout un tas de fonctions comme ça. Il y a aussi, je pourrais mettre les banques, je pourrais mettre la justice. La justice, ça ne répond pas à un besoin physiologique direct. Et aujourd'hui, on peut se poser des questions également sur l'intérêt de la justice. Les gens, c'est un peu comme la police, quoi. Les gens, ils ont davantage peur de la justice et de la police, alors que la justice et la police est censée justement les protéger. C'est un peu paradoxal. Mais pour regrouper davantage, je vais parler des secteurs d'activité, parce qu'il y a des entreprises qui apportent quelque chose potentiellement d'utile et d'autres non. Et donc les secteurs d'activité, les secteurs d'entreprise par exemple, ou ça peut être une entreprise ou un artisan, que je considère non utile, c'est toute la création de matériel. Toutes les entreprises qui créent du matériel à vendre pour nous. Et donc là, il y a 3 types de matériel que je considère non utiles. Le premier, c'est tout ce qui est décoration. Le second, c'est tout ce qui est confort.
et l'autre tout ce qui est loisirs. Alors la déco, je pense que c'est évident. On n'a pas besoin... déjà la déco, on peut la faire de manière personnalisée, on peut la faire nous-mêmes à travers nos envies, nos passions, etc. Et puis on n'en a pas forcément besoin. Ça dépend des personnes en fait. Mais ça ne répond pas à un besoin physiologique, quoi. Notre corps, il peut vivre sans décoration, quoi. Pareil pour confort et loisirs. Alors je les mets, je fais un petit regroupement de ces deux-là, parce qu'en fait le confort et le loisir, bah, pour moi c'est quelque chose qui est mis en place, qui peut être mis en place par le temps libre. Il n'y a pas besoin, déjà ça ne répond pas à un besoin physique, un besoin physiologique, mais ça répond à un besoin, ça répond à d'autres besoins qui se trouvent ici, là. Et c'est le temps libre qui va nous permettre de créer nos propres loisirs, de nous amuser comme on en a envie, et développer du coup notre créativité, y compris pour le confort. Si on ressent un besoin d'un canapé, on va essayer de créer quelque chose qui répond à ce besoin-là. Et alors, donc, le secteur utile, dans la colonne utile, pardon, je vais détailler ce que j'ai écrit ici, donc alimentaire. Alors là, il y en a peut-être d'autres, hein, vous en voyez peut-être d'autres qui répondent à nos besoins physiologiques, mais bon, c'est ceux que j'ai repérés. Si on regarde le secteur alimentaire, alors est-il vraiment utile aujourd'hui? Alors déjà oui, parce qu'il nous nourrit, mais il nous fait aussi d'autres choses. Il est en train de nous tuer, quoi. Il est en train de nous détruire à petit feu, de nous affaiblir. Pourquoi? Parce que on pollue la terre avec les pesticides, on pollue l'air avec le transport de marchandises, on nous donne comme nourriture de la nourriture de mauvaise qualité, avec des produits chimiques, etc., etc. Donc aujourd'hui, les gros secteurs, les grosses activités dans le secteur alimentaire, ça va être l'agriculture, l'élevage, qui vont fournir leurs matières premières aux industries, donc les industries agroalimentaires, qui eux vont fournir leurs produits transformés au supermarché. Et donc tout ça, ça va aller après dans notre bouche. Donc on a un produit qui au final, où tout cet effort-là, en fait, tout cet effort nous donne un produit au final qui qui nous donne deux choses. Le premier, c'est qu'il nous nourrit, donc se nourrir. Et le second, c'est nous affaiblir, voire même nous détruire. Donc c'est un peu paradoxal parce qu'on transforme une activité pour nous nourrir avec le côté inverse, quoi. C'est qu'on nous nourrit mais pas de la bonne façon. Alors il y a aussi autre. Donc autre, il y a toutes les personnes qui font ce travail de manière responsable, avec une éthique, qui nous donnent de la nourriture de bonne qualité, bio, en respectant l'environnement et compagnie et compagnie. Mais cette autre aujourd'hui est minimale, et alors je ne parle pas des supermarchés bio et de l'agriculture bio et tout ça, parce que pour moi ça reste là-dedans. Je parle vraiment des petits jardiniers, des petits agriculteurs qui prennent soin de leurs terres, qui font attention à l'environnement, etc., quoi. Et qui vont fournir leurs produits localement, c'est-à-dire qu'ici on utilise le transport, donc pollution de l'air, hein. D'ailleurs le transport on aurait pu le mettre ici aussi. Donc le transport a une part d'utilité, mais aujourd'hui on en abuse beaucoup trop, quoi. Et ce que je constate dans cet autre, qui lui est vraiment utile,
Eh bien, c'est que c'est des métiers qui sont... déjà, il n'y en a pas beaucoup, ils sont durs, c'est des métiers difficiles, et qui sont dévalorisés. Aujourd'hui, ils sont dévalorisés d'un point de vue rémunération. Il y a besoin de travailler des longues heures, longues heures, longues heures. Et alors ça dépend qui, ça dépend comment. Mais il y a aussi la loi qui dévalorise ce genre de métier. Hein, parce que, par exemple, on crée un quota si vous voulez aller dans le secteur agricole. Et vous devez respecter un quota, autrement on met un petit warning et on considère que vous n'êtes pas assez rentable, etc. etc. quoi. Et pourtant, il y a ces ventes qui se font ici, et c'est des ventes qui sont faites sur mesure, quoi. Ils répondent vraiment à un besoin présent. Tandis que là, on fait une surproduction exagérée avec du gâchis à gogo, quoi. Donc là, on a les pesticides. Là, on crée, on fait perdre aux produits de la qualité, en plus de la qualité perdue à travers les pesticides. Et supermarché, enfin voilà, quoi. Il y a tout un côté anormal dans le secteur alimentaire. Donc là, on voit déjà dans ce secteur-là que c'est utile, mais aussi dangereux, quoi. Le travail que l'on fournit dans ce secteur est aussi dangereux. Or là, j'avais vraiment insisté sur la qualité. Hein. L'objectif, c'est de répondre à nos besoins physiques, mais avec quelque chose de correct, quoi, de qualité. Là, c'est pas le cas. Donc, on va regarder un autre secteur. Hein. Ça va être, par exemple, le secteur de la santé. Donc, le secteur de la santé, ce que je constate déjà, c'est que quand une personne est malade, donc les maladies, on fonctionne un peu à l'envers, c'est-à-dire qu'on va s'attarder sur les symptômes au lieu des causes. Et pour illustrer ça, je vais parler un peu du cancer. Donc je ne connais pas particulièrement le cancer, mais j'ai lu quelques articles. Et les causes possibles, c'est la pollution, le stress au travail, la pression au travail, la dépression, toutes ces choses-là. La cigarette, bien sûr, aussi. Donc ça, ce sont les causes. Et pourtant, ce que je remarque dans le secteur de la santé, pour le cancer et d'autres maladies, c'est qu'on essaye de soigner la maladie et on met tout notre effort pour soigner la maladie, au lieu de mettre nos efforts sur les causes pour qu'il y ait justement moins de maladies. Donc là, les efforts de la santé, ça va être pour corriger les symptômes, donc avec des médocs, etc. Mais si on avait fait davantage attention aux causes, si la santé se concentrait avant tout sur la cause, eh bien, on ferait davantage attention à la pollution de l'environnement, que ce soit de l'air, de la terre. On ferait davantage attention au bonheur des employés dans les entreprises, quand ils travaillent et tout, etc. etc. Et c'est pas le cas. Et il y a aussi de fausses maladies que l'on crée. Je pense par exemple à des maladies mentales. La schizophrénie, par exemple, je pense que... alors j'en suis pas complètement sûr, mais je pense qu'on le considère exagérément comme une maladie, quoi. Et de ce fait, on va donner plein de médicaments au lieu de voir sous un autre angle, et peut-être comme... peut-être que la personne schizophrène a une certaine vision à notre avantage, un talent ou quelque chose qu'elle pourrait maîtriser pour son bien et notre bien, quoi. Et pourtant on va lui donner des médicaments à gogo et ça va au final la détruire, quoi. Donc pareil, là, les médicaments, là aussi il y a des médicaments corrects et des médicaments dangereux parce que l'industrie pharmaceutique nous vend plein de choses, et dont des médicaments qui nous font plus de mal que de bien. Alors moi, depuis que je prends plus de médicaments, je suis en très bonne santé, et une façon de me soigner, dès que je chope, je sais pas, une fièvre ou une petite maladie, je reste au lit, couché,
et j'attends que je guéris, et souvent je guéris beaucoup plus vite que si j'avais pris des médicaments, si j'étais allé au médecin, et que en plus ceux qui sont malades, il y en a beaucoup qui vont quand même aller travailler, donc ça n'arrange pas leur sort, etc., etc. Donc dans le secteur de la santé, il y a aussi d'autres choses. Alors déjà, par exemple, il y a de faux handicaps. Hein, il y a de faux handicaps comme par exemple l'autisme. C'est un sujet que je connais bien. L'autisme, pour moi, c'est pas un handicap, c'est une différence. Et plus je passe du temps avec ces personnes autistes, plus ça me le confirme. En particulier avec les enfants autistes. Hein. C'est surtout avec les enfants que je passe du temps. Non, c'est pas un handicap, c'est une différence. Et la raison pour laquelle on nomme une personne handicapée, c'est parce que son intégration dans la société, son insertion dans la société est difficile. Et moi, ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est que c'est pas la personne qui est handicapée, c'est la société qui est handicapée. Si la société n'est pas capable d'accueillir toutes les personnes qui vivent dans sa communauté, c'est que quelque part elle a un petit problème et elle doit s'améliorer pour accueillir les différences, quoi. Chaque personne est différente et ces différences-là doivent être accueillies, devraient être accueillies. Donc voilà, et donc il y a de faux handicaps, il y a alors évidemment, comme l'insertion dans la société c'est difficile, pour les familles qui sont concernées par ce type de handicap, c'est difficile, et ils vont croire aveuglement, du moins s'ils n'ont pas pris la peine d'y réfléchir, qu'ils sont handicapés ou que leur enfant est handicapé, etc. Et pourtant, si on voit ça sous une autre forme et donc une différence, et ça aide davantage, en tout cas les familles qui considèrent non pas l'autisme comme un handicap mais comme une différence, ils vivent beaucoup mieux, beaucoup plus sereinement parce que au lieu de le voir négativement, ils le voient positivement. Et donc dans le secteur de la santé, il y a aussi de fausses professions. Et par exemple, de fausses professions, et il y a la psychiatrie. Pour moi, c'est une fausse profession. Alors pire, la pédopsychiatrie, c'est considérer qu'un enfant a des problèmes, a une maladie mentale. Je trouve ça injustifié. S'il est né avec une maladie dite mentale, c'est juste qu'il est différent des autres. Voilà, quoi, tout simplement. Et la psychiatrie, elle abuse des médicaments, elle abuse de théories douteuses, et en tout cas, aujourd'hui, même si elle peut avoir une utilité, je ne connais pas parfaitement le sujet, donc dans le doute, je peux lui accorder une utilité, mais aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup trop d'abus en psychiatrie, quoi. Que ce soit pour les internements ou pour d'autres choses. Il y a aussi la psychanalyse. Alors la psychanalyse, pour le coup, ça n'a rien à voir dans le secteur de la santé. La psychanalyse, c'est quelque chose où on accorde du crédit en termes de santé et en termes de science, alors que ça ne devrait pas du tout être le cas. La psychanalyse, ça se base sur des suppositions. Et donc oui, il peut y avoir une utilité dans la psychanalyse, une utilité en tant qu'outil, mais sans lui accorder une valeur, comme aujourd'hui, une valeur scientifique et médicale. Il y a aussi, alors ne pas confondre avec la psychologie, hein. La psychologie, ok. Alors il y a aussi de l'abus en psychologie, hein. Par exemple, elle est utilisée un peu trop à tort dans l'autisme, hein, parce que l'autisme c'est avant tout neurologique, même si ça peut contribuer à apporter une aide. Je trouve que c'est un peu trop, ils ont un peu trop d'impact là-dessus. Alors la psychanalyse par exemple, la psychiatrie et la psychanalyse, dès qu'ils s'occupent de l'autisme, c'est la catastrophe, quoi. Ils font plus de mal que de bien.
Donc là déjà dans le secteur de la santé on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas normales et qui au lieu de nous aider et de nous garder en bonne santé, bah, ça a un effet inverse, quoi. Ils nous détruisent plus qu'autre chose. Par contre, n'oublions pas non plus que dans le secteur de la santé, il y a tout un tas de métiers qui sont vraiment utiles, qui nous aident à nous soigner, les chirurgiens, les infirmiers, etc. Il y a tout un tas de secteurs corrects. Et là, ce qu'on constate aussi, c'est que dans ce secteur correct, eh ben, c'est difficile. Il n'y a pas assez de monde pour s'en occuper. Il y a une rémunération qui, selon la profession, peut être correcte, mais en contrepartie avec une quantité d'heures impressionnante, quoi. Et du coup, le fait que ce soit difficile et fatigant aussi, eh ben, ça crée un risque d'erreur beaucoup plus grand, beaucoup plus important, et au final, ça peut mettre en danger la personne malade. Donc là, on a vu le secteur alimentaire, le secteur de la santé. Il y a un autre auquel je vais parler avant de terminer cette vidéo. C'est le secteur de... c'est l'immobilier, donc un abri, quoi, être à l'abri. Donc se sentir en sécurité, en fait, pour que notre corps soit en sécurité. Donc ne pas confondre l'immobilier, donc une maison, appart... et un abri. Un abri, il nous permet d'être en sécurité, donc être au sec, être au chaud, dormir en sécurité, être à l'abri d'un orage. Oups. Orage, sécurité, etc. Donc l'immobilier, il répond à ce besoin-là, au besoin qu'un abri nous donne, mais il apporte aussi autre chose. Il nous apporte du matériel, donc du confort, de la déco, et tout ça, c'est du superflu. Il nous apporte aussi des loisirs. C'est-à-dire que dans une maison, on va mettre des jeux vidéo, des jeux de société, des distractions diverses et variées, la lecture, la télévision, le cinéma, toutes ces choses-là, quoi. Des trucs donc high-tech. Oups, high-tech. Et donc ça a un effet un peu contradictoire, c'est que ça nous pousse à rester chez nous. Et donc ça nous isole d'une certaine manière. Et un petit prétexte, on va regarder dehors, il suffit que l'on voit un peu de fraîcheur, un peu de brume, un peu de pluie, ou voilà, et ben on va rester à l'intérieur, on va dire, oh ben non, on peut pas sortir. Alors qu'un abri, ça nous pousse, vu que ça répond juste à nos besoins physiologiques, ça nous pousse à sortir, ça nous pousse à aller à la rencontre des autres, ça nous pousse à être créatifs pour s'occuper, pour satisfaire nos besoins, ça nous pousse à mieux nous connaître aussi, à partir à l'aventure un peu d'une certaine manière. C'est tout le contraire de s'isoler en fait, quoi. Et les loisirs, ça nous donne une autre chose que je voulais dire sur le loisir, c'est que les loisirs aujourd'hui, ils nous donnent, on se retrouve tous avec les mêmes loisirs, avec les mêmes produits. Et les entreprises, ils fabriquent des jeux, des loisirs, des distractions qui vont vendre à des millions et des millions de gens. Alors que si on était sans ces loisirs-là, mais que dans un abri et que l'on crée nos propres distractions, nos propres loisirs, déjà on peut faire du sur-mesure, on peut répondre vraiment à nos besoins, à nos envies, à nos motivations de manière sur-mesure, et on n'accepte pas aveuglément un loisir qu'on essaye de nous vendre. Aujourd'hui, par exemple, j'ai beaucoup plus de plaisir à faire ce genre de vidéos, à essayer d'écrire un livre, à essayer de dessiner, à essayer de fabriquer quelque chose. Beaucoup plus de plaisir à ça qu'à jouer à un jeu vidéo, par exemple. Et pourtant, avant, je jouais énormément aux jeux vidéo. L'immobilier apporte aussi autre chose, c'est que c'est grand. Alors un abri, il peut y avoir de grands abris, mais je parle par exemple des cabanes, des tentes.
Et l'immobilier, bah, c'est souvent grand, que ce soit une maison ou un appartement, c'est souvent beaucoup plus grand que ce dont on a besoin. Parce que ça inclut pour chaque famille des chambres, une cuisine, un salon, des toilettes, etc. Et ça, un grenier, un garage et compagnie. Et ça, bah, ça nous pousse à cumuler du matériel, à cumuler du confort. Et bah, ce confort, ce matériel, bah, ça nous rend dépendants. On a du mal à se débarrasser d'un objet qu'on n'a pas utilisé pendant des mois. On a du mal à imaginer une vie sans télévision, sans canapé, etc. Donc l'immobilier nous rend dépendants d'une certaine façon de tout ce matériel fabriqué par des entreprises que je nommais non utiles. Voilà. Et un autre côté étrange de l'immobilier, bah, c'est qu'aujourd'hui, on inverse un peu les valeurs et on considère un abri comme insalubre, comme incorrect pour l'être humain, et on met des lois qui interdisent ce genre de vie. Par exemple, une personne qui veut vivre dans une yourte, aujourd'hui, bah, c'est difficile. Il y a des lois qui l'interdisent, ou du moins c'est très très difficile de s'y installer ainsi. Comme les mobilhomes, par exemple, les mobilhomes, bah, on a le droit d'y habiter, enfin plus ou moins, mais en tant que logement de loisirs et dans un camping. Donc là, il y a des lois qui sont restrictives aussi, quoi. En fait, aujourd'hui, il y a tout un aspect financier qui nous oblige, pour vivre, de choisir une maison. En tout cas, si on veut être légal, vivre légalement quelque part, il faut que ce soit dans un appartement ou une maison, quoi. Il y avait aussi autre chose sur ce sujet, j'essaie de m'en souvenir, je viens de perdre un peu le fil. Qu'est-ce que je voulais dire? Bref, bon bah c'est pas grave. Bon bah je termine donc la vidéo sur le sujet. Donc là, en conclusion, ce que je trouve, c'est qu'aujourd'hui, on fournit beaucoup d'efforts pour plein de secteurs d'activité, plein d'activités professionnelles, donc du travail, et on perd notre temps et notre énergie parce qu'au final, les conséquences et les résultats de ce travail, eh ben, ne nous apportent pas grand-chose d'utile. Et donc, la prochaine vidéo, je vais parler de la mesure de l'utilité d'une personne. Comment on considère aujourd'hui dans la société qu'une personne est utile ou non, contributive à la société. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Elle sera certainement plus courte que celle-là, parce que celle-là on est déjà à 33 minutes. Je ferai une quatrième vidéo qui sera moins critique, parce que je vais pour le coup proposer une façon différente de fonctionner. Une façon différente de faire fonctionner le travail pour que ce soit beaucoup plus sain et correct pour nous. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.